Hello tout le monde, c'est Déborah de Daily Baby et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit vlog lecture sur ce livre que les éditions Rajo m'ont gentiment envoyé. Et si vous êtes surpris, vous n'êtes pas les seuls. J'étais également surprise de voir qu'ils m'envoyaient un mail pour ce service presse. Je sais pas trop comment ils ont trouvé mon mail, genre... Comment vous m'avez trouvé? Je ne suis personne. Mais je leur ai demandé et ils m'ont dit que j'avais fait un petit post qui les avait interpellés. Et du coup, ils se sont dit que ce livre pourrait m'intéresser. Et ce qui est vrai, c'est totalement le style de livre que je peux lire. Donc, je vous propose un petit vlog lecture sur nos entités, celles qu'on nous impose et celles qu'on nous cache. Comme on peut le voir à la couverture et au titre. Ça parle d'identité et ça parle de diversité, ça parle de la difficulté de se trouver et de savoir un peu qui on est, où on se place dans le monde quand on est issu de la diversité. Donc c'est totalement le type de livre que j'aime lire et je suis contente qu'il me l'ait envoyé. Merci beaucoup. Avant de commencer ce petit vlog lecture, comme d'hab, si vous voulez m'envoyer un peu de force, n'hésitez pas à liker la vidéo, à activer la cloche et à vous abonner à la chaîne. Sur ce, prenez votre thé, votre café ou un truc à grignoter et on y va. Alors de ce que j'ai compris, les éditions Rajo et l'association d'Iveka ont organisé un petit concours d'écriture et à l'issue de ce concours, il y a 3 personnes, 3 lauréates issues de la diversité qui ont pu écrire un récit pour ce livre. Et il y a 3 ambassadrices qui ont également écrit un récit. Donc les ambassadrices, ce sont Gracely, donc qui a fait le podcast Kif Taras. Je pense que beaucoup de personnes ici doivent connaître ce podcast. Si vous ne le connaissez pas, allez l'écouter, c'est vraiment trop bien. Il y a également Jennifer Padjemi qui a écrit récemment Féminisme et pop culture, qui est super bien. Je l'avais chroniqué sur cette chaîne. J'avais vraiment beaucoup aimé ce qu'elle avait fait. Et la 3e personne, c'est Aya Sissoko, c'est une boxeuse et également une autrice. J'ai pas encore lu ce qu'elle a pu faire, mais du coup, ça ne saurait tarder. Du coup, chacune des 6 personnes a écrit un récit autour de la diversité. Et vu que la diversité, c'est pas genre un tout, c'est pas quelque chose qui se ressemble, elles ont toutes une histoire différente à raconter. Et c'est ce que je vais découvrir cette semaine. Donc la première histoire que j'ai lue aujourd'hui dans le métro ce matin, c'est la poésie de Bubble Tea, donc ça a été écrit par Gracely, donc l'une des ambassadrices. Et donc là on va suivre Basilia qui est une jeune taïwanaise et cambodgienne qui est au lycée. Et en fait Basilia n'aime pas du tout son prénom et il y aura comme un petit clash entre ses copines et elle quand elles vont parler de leur prénom, de ce qu'elles aiment dans leur prénom, de l'histoire de leur prénom et surtout du prénom qu'elles voudraient donner à leurs futurs enfants. Et en fait, Basilia, elle sait pas trop d'où vient son prénom, elle a beaucoup de questions concernant son prénom et surtout, je répète, elle aime pas son prénom. Elle trouve que son prénom est trop bizarre. Quand elle dit son prénom, les gens sont en mode « non mais... en fait, donne-nous ton vrai prénom. » Elle est en mode, mais c'est mon vrai prénom, genre je m'appelle Basilia, laissez-moi tranquille. Il y a un petit clash parce que ses copines comprennent pas pourquoi elle se braque et elles comprennent pas les commentaires qu'elle peut faire et tout sur les prénoms que elle donne. Donc petit clash, la mère de Basilia entend ce clash et en fait ça va permettre à Basilia et à sa mère de parler du prénom que l'enfant porte, que Basilia porte, histoire qu'elle aime un petit peu plus son prénom et surtout qu'elle comprenne toute l'histoire qu'il y a autour de son prénom. Et franchement, j'ai vraiment adoré ce premier récit. Je l'ai trouvé qui était super doux, très mignon. Enfin, c'est une conversation entre une mère et sa fille, donc c'est toujours très chou en fait à lire quand c'est fait avec plein de douceur. Bien sûr, si c'est un autre clash, ça ne sert à rien. Mais j'ai trouvé ça vraiment très choupinou. Surtout que la mère, du coup, je pense qu'elle savait pas, qu'elle était pas consciente que Basilia n'aimait pas son prénom et que c'était synonyme de complexe pour elle. Donc elle va essayer de lui faire comprendre en fait pourquoi elle lui a donné ce prénom, histoire qu'elle soit moins complexée, qu'elle comprenne d'où elle vient, qu'elle comprenne l'histoire de sa famille et l'histoire du coup qu'il y a derrière ce prénom. Je me répète un truc de ouf, mais c'est vraiment ça en fait. C'est 20 pages où elle lui explique son prénom, donc c'est normal que je me répète. Et il y a un truc qui m'a trop fait tilter durant ma lecture, parce que quand j'étais au lycée, alors anecdote, en fait il y a une fille qui venait du Cambodge, si je dis pas de bêtises en plus, donc c'est la même... origine que le personnage principal, mais du coup il y avait cette fille avec qui j'étais en seconde et entre la seconde et la première en fait elle a eu la nationalité française et du coup quand elle est arrivée à la rentrée en septembre
elle avait un autre prénom. C'est pas qu'elle avait honte de son prénom ni quoi que ce soit, mais en fait, quand elle a fait les papiers pour avoir la nationalité française, on lui a proposé d'avoir un autre prénom, un prénom un peu plus genre francisé. C'est vrai qu'elle avait pas un prénom français ni francisé, c'était un prénom cambodgien, vous voyez. Mais du coup, elle arrive en classe avec un nouveau prénom. La prof de SVT, je m'en souviendrai toute ma vie, ça m'avait trop choquée. La prof de SVT, du coup, fait l'appel et elle dit Alice. Et en fait, elle voit la tête de la fille, elle voit le prénom. Genre, la prof, elle a bugué et elle lui a dit mais t'étais dans ma classe l'année dernière. Et la fille lui a dit oui. Elle a dit mais tu t'appelais pas Alice l'année dernière. Elle a dit mais tu t'appelais pas Alice. En fait, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est pas le même prénom? Est-ce qu'il y a un problème administratif ou je sais pas quoi? Donc là, la fille répète oui, mais en fait, durant les vacances, j'ai eu la nationalité française, etc. Donc on m'a proposé d'avoir un autre prénom. Pas genre elle a dit oui, je veux un autre prénom. C'est genre on lui a dit ouais, c'est pour me t'intégrer, etc. Et du coup, elle a dit il y avait Alice dans les prénoms qu'il proposait. Donc j'ai pris le prénom Alice parce que c'était joli, ça sonnait bien, etc. Et la prof lui a dit mais est-ce que tu veux quand même que je t'appelle par ton ancien prénom? Pour vous dire à quel point ça fait longtemps. Je me souviens même plus de son ancien prénom, je me souviens juste du nouveau prénom qu'elle avait, parce que je me suis dit, mais on t'a donné un prénom, tes parents t'ont donné un prénom, t'as la nationalité française, et genre on te dit, non tiens, prends un autre prénom, et après tout le monde t'appelle comme ça. Ça m'avait choquée. Et du coup, en fait, tout le monde l'appelait Alice, et moi j'étais tellement choquée que je l'appelais pas Alice, en fait je l'appelais par son ancien prénom que j'ai maintenant oublié, et je me souviens que de Alice. Mais ouais, je sais pas pourquoi je vous raconte cette anecdote. Ah oui je m'en souviens. C'est parce que là, c'est un peu la même histoire. C'est, tu vois, Basilia, finalement, elle aurait préféré avoir un autre prénom pour un peu plus s'intégrer. Ah oui, et il y a un moment, en fait, dans le récit, un de ses profs du lycée dit que oui, généralement, les personnes asiatiques, elles prennent un autre prénom. Elles ont un prénom genre francisé pour mieux s'intégrer. Et j'étais en mode, mais en fait, c'est toujours ça. À chaque fois qu'on parle genre des prénoms, etc., on prend souvent l'exemple des personnes asiatiques qui ont un prénom genre francisé et les autres origines qui veulent pas s'intégrer à la France et du coup prennent pas un prénom francisé, on les compare toujours. Alors qu'en fait, tu te rends compte avec l'histoire de Basilia que les prénoms, ça a une importance en fait pour les parents, ça a une importance pour savoir d'où tu viens, ça dit quelque chose sur toi en fait, ton prénom. Et du coup, j'ai trouvé cette histoire très très beau. J'ai pas plus m'apesantir sur cette histoire parce qu'en vrai, ça fait que 20 pages et je suis là, je parle depuis peut-être 5 minutes. Genre, c'est du n'importe quoi. Tout ça pour dire que j'ai beaucoup apprécié la première histoire de ce recueil. Du coup, la deuxième histoire que j'ai lue aujourd'hui, c'est Hors du terrier, qui a été écrite par Nocturne, une des lauréates du concours. Ça va être totalement différent. C'est ça qui est bien en fait dans ce recueil, c'est que finalement, c'est 6 personnes qui ont des expériences différentes, qui sont totalement différentes, donc les récits qu'elle nous propose sont également totalement différents. Là, on va suivre Siggy, je sais pas comment ça se prononce, il y a un E tréma, il me semble que quand il y a un E tréma, c'est le son E, mais je trouve que Siggy, ça fait beaucoup plus sympathique à l'oreille que Siggy. I don't know. Genre vraiment, je sais pas comment se prononce son prénom. Mais bon, passons. Donc du coup, on va suivre Siggy. Siggy qui est noire et lesbienne. En fait, elle va sortir de ce qu'elle appelle le terrier, donc la région d'où elle vient, l'endroit d'où elle vient, pour aller à Paris rejoindre sa copine. Et elle va passer 7 jours avec elle. Le début était un peu compliqué parce qu'il y avait énormément de prénoms. Je savais pas qui était le personnage principal, je savais pas qui il fallait suivre. J'avais du mal à me situer dans l'histoire et à vraiment entrer dedans. Vraiment, les 3 premières pages ont été assez compliquées. Mais je pense que ça aurait été moins compliqué si j'avais en tête que c'était un roman fantastique. Donc, Siggy est noire, lesbienne et autre chose que je ne vais pas citer parce que quand j'ai capté ce qu'elle était, j'étais en mode « Ah, qu'est-ce qu'elle explique plein de trucs ?» Donc, je vais laisser la surprise pour les personnes qui lisent et ne pas dire quelle est cette 3e chose. Mais Siggy est 3 choses. Siggy. Je vais sûrement passer de l'un à l'autre. Suivez-moi comme vous pouvez. Un autre point, autre que le fantastique, qui m'a vraiment surpris, c'est que Nocturne utilise l'écriture inclusive, ce qui est assez surprenant parce que j'ai jamais lu de livre ou de texte littéraire qui utilisait l'écriture inclusive.
Et là, quand je suis tombée sur les premières pages, j'étais en mode « Ouh, écriture inclusive, wow, mon cerveau il a bugué ». Mais en vrai, c'est pas gênant à lire, genre on comprend quand même le texte, alors que l'argument qu'on entend souvent pour les personnes qui sont contre l'écriture inclusive, c'est que une fois qu'il y aura de l'écriture inclusive dans les textes, on ne pourra plus lire correctement, ça va nous perdre, etc. etc. Alors que là, elle l'a utilisé avec parcimonie, et c'était très bien en fait, on pouvait quand même lire, on comprenait pourquoi elle l'utilisait à certains moments. Souvent c'est parce que des personnes soit non-binaires étaient inclus dans le lot, ou parce qu'il y avait des personnes, des hommes et des femmes, enfin voilà, donc dans ces cas-là, elle utilisait l'écriture inclusive. C'était très bien comme ça, on comprenait très bien le texte. Et en plus de ça, on évolue dans un monde, dans ce récit, qui est queer. Donc, il y a un moment ou un autre, tu vas être obligé de l'utiliser, encore une fois, si tu veux pas blesser quelqu'un. Si tu veux t'exprimer en utilisant le bon pronom pour quelqu'un, tu es obligé de l'utiliser en fait. Ce que j'ai beaucoup aimé avec ce récit-là, avec Hors du Terrier, c'est que finalement, on utilise Siggy parce que c'est une personne qui est de son terrier, qui est jamais venue à Paris, qui connaît pas trop le monde de Paris et comment ça fonctionne, etc. On l'utilise pour en fait avoir un regard extérieur et à des coups, finalement, le milieu LGBT, pour elle, c'était pas quelque chose de hors norme, c'était pas quelque chose d'extraordinaire. Et finalement, quand elle arrive à Paris, elle se rend compte que les personnes du milieu LGBT sont des personnes minoritaires. Donc en fait, elle va découvrir des nouveaux termes, elle va découvrir les luttes, elle va découvrir la Pride. En fait, elle va découvrir tout ce petit monde et c'est super mignon parce qu'elle est entourée de personnes qui sont vraiment bienveillantes et qui sont pas taquines parce qu'elle connaît pas les différents termes ou parce que elle s'y connaît pas alors que c'est une personne LGBT. Donc il y a un peu ce truc de c'est pas parce que t'es une personne queer que tu dois tout savoir. En fait, t'as le droit de pas savoir à partir du moment où t'es bienveillant, j'imagine. Tu peux poser des questions, tu peux ne pas savoir. T'as pas besoin d'être honteuse de ne pas savoir en fait. C'est normal de pas savoir. Tout le monde commence quelque part. Le dernier truc que j'ai beaucoup aimé avec cette histoire, c'est que finalement, vu que Siggy a la 3 facettes, je ne dirais pas la troisième, mais du coup, vu qu'elle est noire en fait et qu'elle est également lesbienne, il y a plusieurs passages dans le livre où on montre, dans son récit, où on montre qu'elle peut subir des discriminations ou des agressions, des micro-agressions parce qu'elle est noire, et ça n'aura rien à voir avec le fait qu'elle est lesbienne, tout comme elle peut subir des micro-agressions et des agressions et des remarques et blablabli et blablabla, parce qu'elle est lesbienne et ça n'a rien à voir avec le fait qu'elle est noire. Et après, tu as le troisième cas qui va arriver et qui fera également partie de la chute de l'histoire que j'ai trouvé genre juste super bien amené et qui montre en fait qu'il y a plusieurs possibilités et encore une fois on revient sur l'intersectionnalité et je peux pas dire la suite sinon je vais spoiler, mais j'ai trouvé que la chute était super cool. Donc pour l'instant c'est vraiment un 2 sur 2 pour ce recueil, je kiffe. Bref, je vous quitte ici pour aujourd'hui, je vais lire la suite ce soir et demain et je reviendrai pour continuer ce petit vlog. Voilà, à plus tard. Je reviens pas maquillée, il est tard, donc je pense que je parle à un certain niveau sonore qui, je pense, va vous permettre de m'entendre et ne va pas déranger les autres personnes qui vivent dans ce bâtiment et dans cet appartement. Donc je reviens avec mon petit pull pilou et mon thé pré-dodo. Aujourd'hui, j'ai lu l'initiation de Aya Sissoko et de une autre personne, je sais plus qui est cette autre personne, c'est Doniya. L'initiation jusqu'à maintenant c'est mon coup de cœur, surtout que ça a une forme un peu différente. Pour le coup c'est une pièce de théâtre entre une mère et sa fille et en fait la mère va rentrer du travail assez tard dans la nuit et elle va retrouver sa fille sur le canapé qui fait pas grand chose, juste qui regarde la télé et qui chill. Et en fait à partir de là la mère va dire mais en fait je comprends pas pourquoi tu es fatiguée parce que toi tout ce que tu fais c'est aller à la fac alors que la mère elle est femme de ménage donc elle part tôt le matin, elle rentre tard le soir et elle comprend pas pourquoi sa fille est fatiguée alors qu'elle fait rien de physique. Et du coup à partir de là il y aura une discussion entre la mère et la fille. Enfin c'est surtout la mère qui va surtout être l'initiatrice en fait de la discussion parce que c'est elle qui va un peu se plaindre en fait et dire à sa fille mais je comprends pas pourquoi t'es fatiguée, je comprends pas pourquoi quand je rentre tu parles pas, je comprends pas. Et en fait la fille au premier abord elle est assez elle s'en fout quoi, elle est super passive, elle répond pas trop à sa mère. Genre sa mère elle lui parle, elle est même pas
Genre, elle fait comme ça, elle était pas concernée. Alors que meuf, ta mère te parle. Genre, juste écoute-la en fait. La meuf, elle est fatiguée. Elle est en train de te faire à manger alors qu'elle rentre à 23h et tu l'écoutes même pas quand elle te parle. Enfin bref, la fille passait quand même assez désinvolte, assez... Comment on dit ça? Vous savez quand? J'ai plus le mot. Insolente. La fille paraissait assez insolente. C'est le mot que j'avais plus, mais c'est ça même. La fille était insolente. Et en fait, tu vois, moi je trouvais la fille insolente, mais la mère aussi trouvait qu'elle était insolente. Donc elle va lui dire en gros que toutes les difficultés quotidiennes qu'elle subit, que la mère subit, elle lui dit mais en fait elle le fait pour elle le fait pour que sa fille ait une meilleure vie, pour qu'elle ait le maximum d'opportunités. Enfin vraiment, elle lui dit que si elle se lève tous les matins, en fait c'est pour sa fille. Donc elle attend quand même un peu de répondant de sa fille, vous voyez. Et finalement c'est ça que j'ai vraiment bien aimé avec ce roman, c'est que, enfin ce roman, avec ce récit, c'est que la mère et la fille veulent toutes les deux réussir, veulent toutes les deux que la fille fasse mieux que la mère, mais la mère et la fille ne voient pas la réussite de la même façon. Par exemple, vu que la mère elle a grandi dans un autre pays, avec une autre culture, pour elle la réussite ça va plus être avoir une bonne famille, avoir des enfants assez tôt, etc. Effectivement, il faut qu'elle ait un bon travail. Elle veut pas que sa fille soit dans le struggle et qu'elle fasse un boulot éreintant comme elle peut le faire. Mais à la fin de la journée, pour elle, la réussite, c'est plus quelque chose qui se passe dans le cercle privé. Donc elle voit plus une réussite familiale, vous voyez, qu'une réussite professionnelle. Alors que pour Massou, oui, alors que pour Massou, elle, c'est plus une réussite professionnelle, avoir de l'argent, un bon métier. Donc un bon métier, c'est-à-dire un métier qui rapporte, on s'entend. Enfin bref, au-delà du fait qu'elle ne voit pas la réussite de la même façon, il y a également plein de choses qu'elle ne voit pas de la même façon, justement parce qu'elles ont des cultures différentes, même si Massou est également malienne, en fait, contrairement à sa mère, elle a grandi en France, donc elle a cette double culture, elle a la culture française et la culture malienne, mais elle a grandi en France, donc finalement, la culture française a plus d'impact sur sa façon de voir les choses que la culture malienne. Contrairement à sa mère qui, elle, a grandi au Mali, a fait ses études au Mali, et après qui est venue en France pour travailler, etc. Elle rejoint le père, etc. C'est expliqué, je ne vais pas tout donner parce que sinon ça n'a pas d'intérêt. Donc voilà, la fille et la mère voient les choses totalement différemment, donc que ce soit dans le milieu professionnel, mais également par rapport au racisme, par exemple, où la mère, et ça c'était trop triste, il faut que je vous lise le passage, je vais encore faire du bruit avec ma tasse, je suis désolée. Il y a un passage qui m'a fait trop de la peine parce qu'on voit bien que la mère et la fille voient le racisme différemment, dans le sens où la mère, elle se dit presque il y a du racisme, ça sera toujours comme ça, il faut s'y faire. De toute façon, on n'est pas chez nous, donc on doit s'attendre à vivre du racisme, alors que Massou, et même moi, j'ai envie de dire, je vois pas du tout les choses comme ça. Je suis pas fataliste, enfin... En vrai, si, je suis un peu fataliste face au racisme. Je me dis, en vrai, il y aura toujours du racisme, mais je me dis pas que je dois m'y faire et que ce sera tout... Enfin, je pense un peu que ce sera toujours comme ça, dans le sens où les choses vont avancer tellement lentement. Je pense que j'aurai le temps de mourir avant que le racisme n'existe plus. Je pense que ça existera toujours, mais on a maintenant l'opportunité, en tant que personne minoritaire et racisée, d'agir différemment face au racisme. Et la vision des personnes des générations précédentes et je pense celle de notre génération est totalement différente. Et ça, on le voit très bien et ça m'a fait grave de la peine. Il y a un passage, du coup, je reviens sur le passage parce que je divague. Du coup, je reviens sur le passage qui m'a trop fait de la peine. Du coup, il y a un moment où la mère de Massou lui dit « Massou, c'est pas chez nous ici. Je t'ai toujours dit, vous voulez pas voir parce que vous avez grandi ici. Faut aller à l'école, mais tu vas pas apprendre la vie là-bas. En tout cas, que Dieu me prête une vie assez longue pour retourner au Mali. » Et Massou lui répond « Alors c'est où chez nous ?» Et Atouma lui dit « Regarde ta peau, on n'est pas des blancs, faut pas oublier que tu es noir. » Et ça m'a fait trop de la peine parce que en vrai, j'ai pas eu la même conversation avec ma grand-mère, mais ma grand-mère me dit souvent il y aura toujours des racistes, donc genre un peu on s'en fiche, enfin pas on s'en fiche, mais faut faire avec. Des fois, les personnes vont avoir des paroles désobligeantes parce que t'es noir et genre, passe à autre chose. C'est pas grave. Qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? Et même elle a des anecdotes. C'est l'anecdote mamie du temps où elle travaillait. Il y a un passant qui a dit qu'il voulait pas qu'elle soit... J'arrive pas à faire ma phrase. Il y a un patient qui lui a dit qu'il ne voulait pas qu'elle s'occupe de lui
beaucoup de pronoms, qu'elle ne voulait pas qu'elle s'occupe de lui parce qu'elle était noire. Et en gros, la personne plus haute, je sais pas comment on dit ça dans le milieu hospitalier, mais la personne, on va dire son manager, lui a dit ok, quand c'est toi qui fais le service, c'est pas grave, tu t'occupes pas de cette personne, et il y a une autre personne du coup blanche qui fera le boulot quand elle passera, quoi. Et genre, moi quand j'ai entendu cette histoire, j'étais en mode what. Donc la personne, elle a dit tu me touches pas parce que t'es noire, et tout le monde est en mode ok. Alors que je pense que des gens de notre génération, on ferait un scandale. Je pense vraiment que les gens de notre génération n'accepteraient pas du tout ce genre de critique. Moi, quand elle m'a dit ça, je me suis dit, tu t'es quand même pas occupée de la personne. Je dis, moi, je me serais occupée d'elle et tout ça. Aussi, il y a un truc que j'ai beaucoup aimé dans ce récit et qui m'a beaucoup touchée, c'est que finalement, la mère et la fille, elles ont du mal à communiquer l'une avec l'autre. Genre vraiment, tu sens que les choses ont du mal à sortir, et quand elles sortent, elles peuvent sortir un peu maladroitement, et ça peut offusquer, ça peut blesser, alors qu'au fond, elles ont beaucoup d'amour l'une pour l'autre, juste elles savent pas vraiment comment l'exprimer correctement. Et ça m'a beaucoup touchée. Je sais pas, l'échange entre les deux, même si des fois pouvait être dur l'une avec l'autre, finalement c'était très touchant, et tu sentais que les deux voulaient le meilleur en fait pour l'autre, et c'est mignon en fait. Ça veut dire que elles essaient de faire un pas l'une vers l'autre, même si c'est compliqué, et ça j'ai beaucoup apprécié. Là vous voyez, j'ai lu du coup 3 histoires sur les 6, et jusqu'à maintenant pratiquement toutes les histoires avaient un point commun, c'est que quand tu sors un peu de ta routine, quand tu sors de ce que tu connais, il y a une part de toi finalement qui reste là-bas, il y a une part de toi auquel tu n'as plus accès. Et je trouve que dans cette histoire-là, dans l'initiation, c'était super bien montré, c'était super bien amené, parce qu'avec en plus l'idée de la génération, tu te rends compte en fait que d'une génération à une autre, pour garder en fait cette culture, pour garder le lien avec les racines, avec la culture d'origine, en fait, il faut construire un pont, mais un pont qui n'est pas forcément évident, parce que les parents ne savent pas comment, les parents, les grands-parents, ou en tout cas la famille qui a grandi dans le pays d'origine, c'est pas forcément comment allier la culture d'origine et la culture, je sais pas, la culture d'arrivée, la culture du pays dans lequel on vit. Et pour les personnes qui naissent dans le pays étranger, le pays qui est finalement leur maison, tout ce qu'ils connaissent, c'est compliqué, parce que tu sais que t'es pas forcément de ce pays, parce qu'il y a des personnes qui te le font comprendre, mais d'un autre côté, tu connais pas forcément les origines et la culture de ton pays d'origine, du pays d'origine de tes parents. Donc t'es un peu dans un entre-deux, t'as le cul entre deux chaises, et en fait, tes parents, ta famille, doit créer un pont. Super bizarre, ta famille doit créer un pont, mais toi aussi tu dois également créer un pont pour que les deux se rejoignent et vous puissiez, je sais plus parler, il faut aller dormir, la famille et toi-même, que vous puissiez en fait vous rencontrer sur ce pont et finalement faire la liaison entre les deux cultures. Et c'est pas forcément facile. Je sais pas si pour vous ça a été quelque chose d'aisé, si vous avez grandi dans un pays qui n'est pas celui de votre famille, mais je sais que moi par exemple, je comprends très bien le créole, mais je le parle pas forcément. Et je me rends compte que quand je serai plus entourée de personnes qui parlent quotidiennement créole, en vrai, j'entendrai plus le créole, et en fait c'est quelque chose qui va se perdre. Et je me dis même, pour mes enfants, ils parleront pas créole, et sûrement ils comprendront pas non plus le créole. Donc il y a vraiment un truc à faire et tout, mais c'est quelque chose que on perd en fait si on fait pas le chemin pour aller vers. Donc bref, j'ai adoré l'initiation. Je conclus, je vois que ça fait déjà 20 minutes que je parle. Je sais pas comment je vais faire des coupes, mais j'ai adoré l'initiation. Clairement, c'est mon coup de cœur jusqu'à maintenant. Sinon, aujourd'hui, j'ai lu Voyage entre les mondes de Sarah Sessuk. On revient à un récit un peu plus traditionnel et on va suivre Surya. Surya, c'est bien ça, qui est un franco-laotien. Lui, par contre, il n'a pas du tout d'amis. Il est très solitaire, et à l'école, il dit qu'il n'est pas forcément harcelé, mais il n'est pas non plus intégré à sa classe. Il est un peu dans un entre-deux où il sait pas trop où se placer en fait. Il dit qu'il peut pas se plaindre parce que il voit c'est pas une personne qu'on embête tous les jours ni quoi que ce soit, mais il se sent quand même très seul et il sait pas comment trouver sa place dans sa classe. Et à côté de ça, il aime beaucoup les jeux vidéo et l'univers de Alice au pays des merveilles. Et un jour, il a fait un truc un peu à la Jumanji, c'est-à-dire qu'il a trouvé un carton comme ça là qui traînait chez lui.
et qui avait un jeu vidéo d'Alice au Pays des Merveilles. Et en fait, dans ce jeu, il considère qu'il est vraiment lui parce qu'il prend des initiatives, il n'a pas peur de parler à d'autres personnes, etc. Et en fait, dans ce jeu, il y aura un autre personnage, je sais plus comment s'appelle ce personnage, je crois que c'est Zoé, Zozo, quelque chose comme ça. Et en fait, lui, il sait que le personnage Zozo, c'est une fille de sa classe, mais la Zozo ne sait pas que lui, il joue également à ce jeu. Donc il y a un peu un petit secret, etc. Et il dit qu'il crache. Il crache pas sur la fille. Il dit qu'il crache un peu sur la fille, mais il ose pas lui dire en fait qu'il crache sur elle parce qu'il est trop timide, il est trop solitaire, il a pas le courage en fait. Voilà, toute l'histoire c'est un peu autour de ça, je vais pas en dire plus parce que déjà que c'est court, si en plus je donne toute l'histoire ça va pas le faire. Ce que j'ai beaucoup aimé, vraiment beaucoup aimé avec ce récit, c'est qu'on parle beaucoup des étiquettes que les autres nous donnent, mais également que nous on se met, et du coup qu'on se force entre guillemets, je sais pas comment le faire, mais qu'on se force entre guillemets à respecter, parce que vu que les autres nous ont attribué cette étiquette ou qu'on se l'est attribuée, en fait on pense qu'on doit la respecter et ne pas sortir un peu du cadre qu'on s'est attribué, alors qu'en vrai on s'en fout des étiquettes. Des étiquettes c'est nul, on peut très bien se réinventer. Surtout quand on est adolescent, en vrai, quand t'es ado, tu peux en vrai tout faire. Tu peux être un jour gothique, le lendemain, tu peux être skateur, après tu peux être surfeur, après tu peux être musicien, enfin tu peux tout faire quand t'es ado. Et en fait, tout le récit est autour de ça. Et j'ai vraiment beaucoup aimé, c'était tout mignon. Et en plus, ne serait-ce que l'univers, vu qu'il aime beaucoup Alice au Pays des Merveilles et qu'il joue souvent aux jeux vidéo Alice au Pays des Merveilles, on a vraiment ce côté très nature, un peu foufou, avec un personnage déjanté, en tout cas quand il joue au jeu Alice au Pays des Merveilles. Et j'ai trouvé ça vraiment très mignon et très nature. Je sais pas comment ça a réussi à être retranscrit, je sais pas si tout le monde aura cette impression, mais moi j'avais vraiment ce truc de on est tout le temps dans la nature, mais avec le personnage. J'ai beaucoup aimé les descriptions qui sont faites autour de la nature, j'ai kiffé. J'ai aussi trouvé que le texte était super bienveillant dans le sens où il nous dit que c'est pas parce que il t'est rien arrivé de grave, de dur, etc., que t'as pas le droit de dire que tu te sens pas bien dans ce monde, que tu trouves pas ta place dans ta classe, etc. Justement, au contraire, on nous dit que la vie n'est pas facile, le monde dans lequel on vit n'est pas facile. Donc, si tu te sens pas bien, en fait, c'est totalement normal, mais ça s'explique en fait. Le monde tourne pas forcément rond, il tourne en carré, je sais pas, mais clairement, ça va pas, ça va pas. Donc oui, j'ai bien aimé cette bienveillance en fait envers le personnage et également envers les personnes qui lisent, en mode si vous n'êtes pas bien, il n'y a pas de souci, on va avancer ensemble. Et ouais, j'ai kiffé. Enfin bref, je vais m'arrêter là parce que là je vois que le temps passe. Je vois que le temps passe et j'ai envie d'aller me coucher. Enfin bref, on se retrouve soit demain, soit après-demain. Dans tous les cas, pour vous, ça ne changera rien. Ce sera dans 2 secondes. Bref, à plus. Hello, du coup, je reviens pour vous parler des 2 dernières. Je suis sûre que vous entendez le vent. Je peux pas faire mieux. Genre, ma fenêtre est fermée, mais il y a grave du vent, donc on va entendre le vent tous ensemble. Bref, je reviens parce que j'ai terminé nos identités, celles qu'on nous impose et celles qu'on cache. Du coup, j'ai lu les 2 derniers récits. Le premier, c'est un latte, s'il vous plaît. Donc un latte s'il vous plaît, c'était de Jennifer Padjemi et là on va suivre une fille qui s'appelle, j'ai oublié son prénom. Je suis désolée, j'ai l'impression qu'on entend grave le vent en fait. Je vais essayer de couper ça au montage. Je vais grave pas réussir. Donc dans un latte s'il vous plaît, on va suivre Amla. Donc Amla, c'est une jeune noire de 17-18 ans qui vit en banlieue parisienne, en proche banlieue parisienne. Elle habite pas très loin de chez moi. J'arrivais à imaginer tous les endroits dans lesquels elle allait, parce que en fait c'était des endroits qui sont très clairs dans ma tête. À un moment elle parle d'un restaurant et genre je suis déjà passée devant ce restaurant et je me suis déjà dit ce restaurant il a l'air bon, il faudrait que j'y aille un jour. J'y suis jamais allée bien évidemment. Bref, du coup on va suivre Amla qui vit avec sa mère et en fait depuis qu'elle est à la fac, elle entend beaucoup de personnes autour d'elle qui disent oui, quand est-ce que tu prends une coloc, quand est-ce que tu prends un appart, quand est-ce que tu pars de chez tes parents. Et en fait elle n'a pas les moyens, sa mère et elle en fait elles n'ont pas les moyens de lui prendre un appart sur Paris ou de lui prendre un appart en proche banlieue.
Et même elle, en fait, elle en ressent pas forcément le besoin parce qu'elle habite pas très loin de sa fac. Mais elle ressent un peu la pression de ses camarades, des autres étudiants qui parlent que de ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et il y a un moment, en fait, dans l'histoire où sa meilleure amie, elle vient d'une famille aisée, etc., qui lui parle justement de prendre un appart avec elle, de prendre une coloc genre ensemble, genre les deux meilleures amies qui vivent ensemble, le truc que je pense beaucoup de personnes, tout le monde, je sais pas, je pense que tout le monde a pensé à prendre une coloc un jour ou l'autre avec ses amis. Moi je lui dis, faites pas ça. Je pense vraiment que c'est la pire idée qu'on puisse faire de prendre une coloc avec ses amis parce qu'en fait, avoir des amis et vivre avec ses amis, c'est vraiment totalement différent. Conseil d'une personne qui n'a pas vécu en coloc avec des amis. Ne vivez pas avec vos amis. Du coup, sa pote lui dit ah ouais, ça serait bien qu'on prenne une coloc. Et Amla le prend super mal. Elle est en mode mais genre non, enfin j'ai pas envie de prendre une coloc, j'ai pas les moyens, etc. Déjà je travaille et tout pour avoir un petit peu d'argent de poche. Je vais pas en plus prendre une coloc juste pour le plaisir et gaspiller mon argent. Et en fait, sa pote le prend plus ou moins mal en fait parce que elle dit mais en fait je t'ai même pas encore parlé d'argent, on sait même pas combien ça va coûter, etc. Mon père il nous propose un appart donc faut qu'on saute sur l'occasion en fait. Et en fait sa pote vu que l'argent c'est pas un problème, elle se rend pas compte que pour d'autres personnes l'argent ça peut être un problème. Et en fait toute l'histoire va tourner autour de ce truc, est-ce que Amla va prendre une coloc avec sa pote. Il y a également tout ce questionnement autour du fait que quand elle était plus jeune, en fait elle voulait sortir de la banlieue, elle voulait aller sur Paris. Et maintenant qu'elle a grandi, en fait, elle commence à bien sentir là où elle est. Elle commence à apprécier les gens qui vivent dans sa banlieue. Elle a fait des rencontres et tout ça. Finalement, le moment où tout le monde déménage, prend son indépendance, entre guillemets, à 17-18 ans, si vous voulez pas prendre votre indépendance, en vrai, vous avez votre temps. Faites vos études tranquillement, pas besoin de mettre de la pression en plus. Et en fait, elle se rend compte qu'au-delà du fait qu'elle n'a pas forcément les moyens, en fait, elle se sent bien dans sa ville. Est-ce que j'ai aimé? Je pense. En fait, j'étais tellement omnubilée par le fait que ça se passait pas très loin de chez moi que je suis un peu sortie de l'histoire. Mais en soi, le fait de est-ce qu'on reste dans la banlieue une fois que on a grandi, évolué, qu'on peut avoir les moyens, ou est-ce qu'effectivement on part? C'est un truc dont je parle tout le temps avec mes amis. En fait, je me suis trop associée, je me suis trop projetée dans ce que la fille disait pour vraiment me plonger dans l'histoire. Ça aurait dû se passer dans une autre banlieue pour que je puisse vraiment lire le truc, tu vois, lire l'histoire et être bien. Là, c'était trop proche de chez moi, donc je me disais « Ah ouais, ça, c'est cette rue-là. Ah, mais je pense qu'elle habite dans ce bâtiment et tout. » Non, j'étais vraiment pas dans l'histoire. Mais ça fait quand même du bien de voir que son environnement, ça peut être utilisé pour écrire des histoires. Donc voilà. Et la dernière histoire, du coup, c'est la photo de classe de Awa Ndongo. J'espère que je prononce bien. Je suis sûre de ne pas bien prononcer, mais ma foi, elle s'appelle Awa la fille. Donc, du coup, c'est la photo de classe. Et cette histoire, elle est trop mignonne. Je pense que c'est mon deuxième coup de cœur dans ce recueil. Et ça tombe bien, c'est également le dernier. Donc, du coup, j'ai terminé le livre sur une bonne note. Et là, on va suivre Astou, c'est une fille qui est en 4e. Et en fait, c'est le jour de la photo de classe. Comme le dit le titre. En fait, ses parents lui ont préparé toute une panoplie, toute une tenue en fait traditionnelle pour qu'elle aille prendre sa photo de classe, parce que vu qu'il déménage souvent, en fait, la photo de classe, c'est un peu l'événement qui va marquer l'année, la ville dans laquelle ils sont. Et du coup, Astou, elle est super contente de voir sa tenue, etc. Mais en fait, elle est gênée d'aller avec sa tenue traditionnelle à l'école parce qu'elle veut pas qu'on se moque d'elle, elle veut pas qu'il y ait des regards un peu insistants sur elle, elle veut pas de moquerie. Elle kiffe sa tenue, vraiment, elle la voit, elle dit waouh, c'est trop beau, elle est contente que sa mère l'aide à se préparer, etc. Mais en fait, à partir du moment où elle est sortie de chez elle, elle a ce poids, elle veut se faire discrète, elle se dit qu'elle est nouvelle dans le collège, c'est pas le moment en fait de se faire remarquer, elle veut pas que les gens retiennent ça d'elle, etc. Et du coup, durant toute l'histoire, on va suivre est-ce que finalement elle va mettre sa tenue traditionnelle, est-ce qu'elle ne va pas la mettre, pourquoi, qu'est-ce qui va la pousser. Bon, c'est une histoire mignonne, donc bien sûr elle va mettre sa tenue, mais le truc c'est de comprendre en fait qu'est-ce qui va la pousser à la mettre, et une fois qu'elle l'aura mise, quels vont être les retours. Et vraiment, j'ai trouvé que c'était trop mignon, j'ai adoré. Franchement, je me suis levée,
Je me suis réveillée ce matin, j'ai lu ça, j'étais en mode « Oh mon Dieu, c'est trop chou ! Pourquoi ?» Je voudrais que tout le temps, en fait, à l'école, il se passe des trucs comme ça, parce que c'est vraiment trop mignon, ça met du baume au cœur. Et putain, le vent, c'est du n'importe quoi. Ça souffle super fort. J'ai l'impression que ma fenêtre, elle va dire « Non !» Mais oui, l'histoire est vraiment trop mignonne et je conseille, franchement c'est mon deuxième coup de cœur. Et du coup c'était également le dernier récit que j'ai lu. Je lui ai mis 3 sur 5, 3,5 sur 5 pardon, parce que j'ai vraiment apprécié et je trouve que les histoires en fait elles se complètent bien les unes les autres, il n'y a pas de répétition. Et en plus on est toujours sur une personne d'une autre origine, une nouvelle thématique. Des fois même le type de récit est différent. Par exemple, il y avait la pièce de théâtre, il y avait un récit fantastique, donc il y avait vraiment plein. On était sur un arc-en-ciel d'histoires, il y avait plein de choses différentes. Et ça, pour le coup, j'ai beaucoup aimé. Et du coup, je me rends compte avec ce recueil que finalement, même quand il y a des personnages racisés dans des histoires, souvent c'est le même type de récit, c'est le même type de personnage. En tout cas, pour tout ce qui est contemporain, ou même fantastique. En tout cas, ce que j'ai lu dans le fantastique, c'était la même chose. C'était la personne un peu badass dans un environnement avec majoritairement que des noirs, un peu magique, etc. Ouais, en fait, c'est le même type de personne où il y aura toujours une petite pointe de racisme, mais ça va être différent de ce qu'on peut vivre au quotidien. Ça va plus être centré sur le colorisme et tout. Ou sinon, si c'est contemporain, c'est souvent racisme, encore une fois, ou les violences policières. Donc, en fait, il y a d'autres choses à raconter. Et ça fait du bien d'avoir ce type de recueil avec des personnages qui ont autre chose à raconter que du struggle encore et encore et encore. Bien évidemment, le struggle, ça fait également partie de leur quotidien, mais on peut le raconter différemment. Et là, ce que j'ai bien aimé, c'est que ça a été raconté différemment. Donc vraiment, gros bon point pour ce recueil. Après, dans les choses que j'ai entre... Pourquoi c'est super clair comme ça? Attendez, c'est bizarre. Depuis tout à l'heure, je suis super claire. C'est mieux comme ça, je pense. Oui, c'est un petit peu mieux. Du coup, je disais, il y a dans les points un peu négatifs, ou en tout cas de ce que j'ai moins aimé, c'est que j'ai trouvé qu'il y avait... Bon, après, c'est des récits courts, c'est dit sur la couverture, etc. C'est des récits qui sont courts, mais c'est vrai que pour certains récits, en fait, on sentait que le fait que ce soit un format court, en fait, ça n'aidait pas la personne qui écrivait, ça aidait pas l'autrice, en fait. Je pense notamment à l'histoire Voyage entre les mondes et Hors du terrier, où j'avais l'impression qu'il y avait beaucoup de choses à dire, surtout pour Hors du terrier, où tu sentais que la personne, elle avait vraiment travaillé son univers, elle savait où elle voulait aller, sauf que, vu que le récit, il est court, il faut mettre l'histoire en place rapidement, et au début, moi, j'étais perdue parce qu'il y avait énormément de prénoms, énormément d'éléments à retenir, etc. Et si ça avait été plus long, j'aurais pu plus comprendre l'environnement, comprendre les personnages, les liens entre les personnages, etc. Et peut-être plus m'attacher au personnage et à sa famille, à ses amis et tout. Ce qui n'a pas forcément été possible avec une histoire de moins de 20 pages en fait, ce qui est totalement normal. Mais pour cette histoire, je trouve que ça a un peu péché. Après, j'ai trouvé aussi qu'il y a d'autres histoires qui étaient un peu trop écrit comme si on parlait, le langage était trop oral. Il y a certaines plumes avec lesquelles j'ai pas trop accroché, même si les histoires, je les ai trouvées sympas. Mais moi, j'aime pas trop lorsque je lis, j'ai l'impression que c'est une personne qui me parle, ça me bloque un peu. Et là, du coup, il y a des plumes avec lesquelles j'ai pas accroché. Après, comme dit, c'était vraiment une bonne lecture. Je lui ai mis 3,5 sur 5. Donc, pour moi, c'est vraiment une bonne expérience. J'ai beaucoup apprécié ce que j'ai lu. Surtout que je pense que si je l'avais juste vu passer sur les réseaux sociaux comme ça, je me serais dit, faut que je le lise. Mais en fait, je l'aurais jamais lu parce que j'aurais toujours trouvé quelque chose d'autre à lire, sûrement de plus important, on va dire, ou qui me donne un peu plus envie que ce livre. Alors qu'en vrai, là, je l'ai lu et j'ai beaucoup apprécié. Donc ouais, je recommande vraiment à 1000% pour toutes les personnes qui veulent lire un nouveau livre avec des personnes d'origine qu'on n'a pas l'habitude de voir en fait dans la littérature en ce moment, tout simplement. Les personnes avec des origines qui ne sont pas à la mode à Skip. Donc ouais, franchement, super bonne expérience. Et puis voilà, on s'arrête là, hein, les gars, on s'arrête là, c'est fini, j'ai plus rien à dire. Du coup, j'espère que je vous ai donné envie de le lire quand même. Si vous comptez lire, dites-le moi. Et si vous l'avez lu, dites-moi ce que vous en avez pensé. Et j'ai oublié de vous dire un truc, j'ai oublié de vous donner mon top 3 en fait des histoires que j'ai le plus kiffé. À la 3e position, j'ai bien aimé la poésie du Bubble Tea.
Heu, Trop mignon. Deuxième position, la photo de classe. Trop mignon. Ce qui est bien, c'est qu'on commence et qu'on finit par des histoires qui sont trop mignonnes, avec des personnages qui sont, bon, assez jeunes, quatrième et seconde, première, je crois. Donc voilà, petite tranche d'âge et tout, avec beaucoup autour de l'amitié, des relations, enfin, la photo de classe, c'est pas vraiment une relation genre amicale, mais on sent que les amis et les personnes qui sont à l'école avec toi ont un impact en fait sur ton quotidien, un impact positif ou négatif. C'est mieux quand c'est positif. Donc j'ai beaucoup aimé qu'on commence et qu'on finisse par ça. J'ai trouvé que ça bouclait la boucle en fait, donc ils ont bien trouvé l'ordre franchement, chapeau. Et après première place, j'ai absolument kiffé l'initiation, la pièce de théâtre avec l'échange entre la mère et la fille, j'ai juste adoré. Genre juste pour ça, juste pour l'initiation, je pense qu'il faut acheter ce livre en fait. Donc voilà, fin de ma parenthèse. On revient à ce que je disais juste avant, c'est-à-dire que c'est la fin de la vidéo. Du coup, j'espère que je vous ai quand même donné envie de, l'acheter et de le lire ou de voilà, de l'emprunter. Je sais pas comment il sera dispo, mais si vous avez l'occasion de le lire, faites-le. Et si la vidéo vous a plu, comme d'hab, n'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner à la chaîne. Sur ce, on se dit à plus tard. Je vous envoie des cœurs sucrés. Bisous, tchuss.